Le point de vue de Charcot des variations individuelles dans l'association de langage. Par contre, je voudrais signaler un point de vue intéressant et important introduit dans la théorie de l'aphasie par Charcot et qui, si nous l'acceptions, nous efforcerait encore de limiter nos efforts explicatifs. Nous sommes partis de la supposition préalable que, malgré une possibilité générale d'association entre les éléments de la fonction du langage, certaines directions associatives sont néanmoins favorisées au cours de l'activité fonctionnelle, de sorte que la pathologie des troubles du langage ne doit pas tenir compte de toutes les associations possibles entre les éléments de langage, mais seulement d'un nombre déterminé d'entre elles. Nous avons admis ensuite que ces directions associatives sont celles qui étaient intervenues durant l'apprentissage des opérations du langage. Selon la conception défendue par Charcot, une telle préférence accordée à certaines directions associatives n'existe pas. Dans un premier temps, toutes les liaisons entre les éléments du langage paraissent qualifiées de façon égale pour accomplir les fonctions, et c'est à l'exercice ou à l'organisation individuelle qu'il revient de faire de l'un ou de l'autre élément du langage un point de ralliement, un nœud pour les autres. Par conséquent, un tel parlera, écrira, ira, surtout exclusivement à l'aide de ces éléments de sensations kinesthésiques. Un autre se servira, dans le même but, de ces éléments visuels, etc., ce qui supprimerait la dépendance générale de l'activité associative du langage vis-à-vis de l'élément acoustique. Si l'on admet l'existence de telles relations, on conçoit aisément que des lésions identiques puissent provoquer des troubles du langage fort différents. Celui qui est un parleur moteur pourrait supporter avec un effet à peine perceptible un dommage des éléments acoustiques et visuels. Par contre, s'il advenait que l'élément moteur soit endommagé, il serait privé de presque toutes ces opérations du langage et non seulement des opérations motrices. C'est un parleur visuel. Une lésion de l'élément visuel n'entraînera pas seulement la cécité des lettres, mais le mettrait aussi dans l'incapacité de servir de son appareil du langage, ou seulement d'une façon misérable. On commenterait donc une erreur diagnostique profonde en voulant tirer de la perte de la fonction des conclusions touchant au lieu et à l'extension de la lésion sans s'être assuré auparavant de savoir quelle préférence a été accordée à tel ou tel élément. Mais ce savoir, on l'acquérait que dans des cas extrêmement rares. Personne encore n'a voulu rejeter complètement ce point de vue évoqué par Charcot. Il reste pourtant à savoir quelle est l'ampleur de sa pertinence pour la doctrine des troubles du langage. Les affirmations extrêmes, telles que celles soutenues par Stryker en faveur de la prééminence de l'élément moteur, ont été rejetées par Charleston Bastion au moyen de la remarque suivante. Il faut d'abord attendre qu'on nous présente un cas où un homme est atteint de surdité verbale à la suite de la destruction de l'arbre de Broca. Je crois que jusqu'à présent, la pathologie des troubles du langage n'a pas apporté de raison permettant d'accorder une grande importance à l'hypothèse de Charcot en faveur d'un phénomène global de la perte de fonction. Cependant, il ne faut pas exclure la possibilité qu'une telle préférence habituelle, accordée à l'un ou l'autre des éléments de l'association de langage, existe aussi longtemps que l'appareil du langage dispose de tous ses moyens, alors qu'en cas de maladie, c'est-à-dire de diminution générale de l'opération d'association, les directions associatives exercées initialement reprennent de l'importance. On aurait certainement fort tort d'oublier complètement l'idée de Charcot et d'être amené à une rigidité schématique quand il s'agit d'interpréter les troubles du langage. Different amounts of nervous arrangements in different positions are destroyed with different rapidity in different persons, dit Hughlings Jackson.